Donc, bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les membres de Topping. Je suis Marie, donc je travaille dans l'équipe marketing d'Easylis et aujourd'hui donc je serai l'animatrice du webinaire. Donc on va traiter le sujet de la prévention et de la réduction du gaspillage alimentaire. Pour cela, on a 3 experts autour de la table. Donc tout d'abord, on a Guillaume Béliard qui est responsable des partenariats en restauration collective chez Too Good To Go. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ensuite, on a Julien Beauchesne qui est commercial chez Verdicité. Et enfin, Eugène Casalis qui est chef de projet chez Easylis. Bonjour. Donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter un peu plus amplement. Donc, Eugène, je te laisse commencer. Bonjour à tous à nouveau. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Easylis. Je viens plutôt du milieu de la restauration, plus particulièrement restauration hôtelière. Et j'ai eu l'occasion, en tout cas dans un travail de fin d'études qui date déjà il y a 6 ans, j'étais mandaté par une chaire de recherche de l'école hôtelière de Lausanne pour trouver des innovations dans l'industrie F&B suisse. Voilà. Merci Eugène. Guillaume, tu peux à ton tour te présenter. Ouais, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc moi, je suis chez Too Good To Go depuis bientôt 3 ans et actuellement en charge du pôle restauration collective. Donc on accompagne la restauration commerciale et collective dans la valorisation des invendus sur l'application et dans d'autres initiatives pour sensibiliser et agir sur cette thématique du gaspillage alimentaire. Très bien, merci Guillaume. Julien. Oui, donc rebonjour Julien. J'ai pas de caméra, je m'en excuse. Et pour le coup, je travaille comme commercial pour Verdicité, un bureau d'études en prévention et gestion des déchets et du gaspillage alimentaire pour les collectivités, les entreprises et les industries. Et merci à vous d'être avec nous. J'ai hâte de pouvoir échanger sur la thématique du gaspillage. Merci Julien. Donc merci à tous pour votre participation. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est normalement à la droite de votre écran. Et en fait, vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez que l'on traite à la fin. Donc comme on n'aura que 10 minutes, on va traiter les questions qui auront le plus de votes. Mais si jamais votre question n'a pas été traitée, je vous expliquerai après comment continuer l'échange. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va aborder aujourd'hui tout d'abord l'état des lieux du gaspillage alimentaire. Ensuite, on verra la hiérarchie des déchets, puis l'optimisation des cycles de production. Ensuite, nous allons voir le diagnostic et le plan d'action zéro gaspillage alimentaire, l'optimisation du cycle de valorisation et enfin l'avenir de l'anti-gaspi. Donc pour cette première partie sur l'état des lieux du gaspillage alimentaire, qu'est-ce que tu peux nous dire, Guillaume? Ouais, effectivement, le gaspillage alimentaire, c'est un constat que vous connaissez tous et ce chiffre-là, je pense que vous l'avez tous bien en tête, mais on a aujourd'hui un tiers de la production mondiale qui est jetée chaque année. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est 317 kilos de nourriture par seconde, ce qui veut dire que là, dans l'heure qu'on va passer ensemble, on va dépasser les 1000 tonnes de nourriture qui ont été jetées au cours de cette heure. Et effectivement, c'est un problème qui pose derrière un certain nombre de constats et d'externalités, puisqu'il y a un coût environnemental à tout ça. Ça correspond à des ressources qu'on a mobilisées pour rien, entre guillemets. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes d'eau, on utilise à peu près 3 fois la taille du lac Léman chaque année pour produire de la nourriture qu'on ne va pas pouvoir consommer. On utilise 28% des terres agricoles, donc c'est à peu près la surface du Mexique pour encore une fois des aliments qui seront gaspillés. Et puis donc voilà, ça représente à peu près 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au monde, d'où la vraie corrélation entre cette thématique gaspillage et des règlements climatiques qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a aussi évidemment un coût social et un coût économique au gaspillage, puisque aujourd'hui il y a plus de 800 millions de personnes qui mangent pas à leur faim et à peu près 1,2 milliard d'euros de coûts économiques purs estimés sur le gaspillage.
C'est un problème qui est vraiment diffus sur toute la chaîne alimentaire. Ça concerne pas qu'un seul acteur, un seul type d'acteur, et c'est ce qui rend d'ailleurs encore plus complexe la capacité à le résorber. Donc ça a autant à voir avec voilà, la production, la transformation, la distribution et la consommation. Aujourd'hui, on va beaucoup plus s'intéresser justement à la consommation en hors foyer, mais aussi en foyer. Euh, mais donc voilà, c'est lié à plusieurs choses différentes, notamment typiquement aussi la collaboration entre ces différents maillons de la chaîne. Si on prend un exemple, le fait de pas respecter les délais de livraison fixés par le distributeur pour un fournisseur, ça peut entraîner le fait de se retrouver avec des produits qui vont être jetés. Pareil, la contractualisation entre un restaurant collectif parfois et le donneur d'ordre sur la variété d'offres jusqu'en fin de service peut impacter le gaspillage alimentaire. Et puis il y a d'autres choses qui viennent l'impacter directement. Et pourtant, on a un objectif national, réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Si on s'intéresse, slide suivante, plus précisément justement à l'état des lieux dans la restauration, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un consommateur, il va à peu près 15 fois manger en hors foyer et 85% de son temps directement chez lui, et pourtant le gaspillage a lieu à moitié chez soi et à l'extérieur. Et donc si on prend la restauration commerciale ou la restauration collective, on est à peu près aujourd'hui à 42% et à 37% de la part du gaspillage en restauration hors foyer. Donc si on prend à l'échelle du gaspillage en France, c'est à peu près 6% et 5% chacun. Et pour autant, même à l'intérieur de ça, c'est encore diffus en termes de causes qui viennent expliquer ce gaspillage. Si on prend sur un restaurant de tout ce qui est produit, on a à peu près 27% des denrées qui vont être en moyenne gaspillées sur un restaurant commercial, 20% en restauration collective, alors que on est à 6% dans la consommation chez soi. Ce qui veut aussi dire que le consommateur n'a pas le même rapport à la consommation et à l'optimisation de ses denrées chez lui et quand il est à l'extérieur. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème qui va de la gestion des prévisions, des erreurs de commande, jusqu'au reste d'assiette et au comportement des consommateurs. Donc on est là pour faire porter le fardeau à personne, mais on est tous concernés par ce sujet. Et ce qu'on va regarder ensemble juste après, c'est comment justement on peut trouver des solutions pour y répondre. D'accord, merci Guillaume. Eugène, je pense que tu as des éléments pour compléter cet état des lieux. Oui, ça, c'est un petit rappel aussi, parce que bon, on parle de gaspillage alimentaire et puis on fait face aussi à une. Je vais juste enlever ma caméra, je vois que ma connexion n'est pas super stable. On a des impacts assez immédiats. Donc bon, il y a eu le premier confinement, le deuxième confinement, donc ça a mené moi à une fermeture directe, en tout cas bon, des restaurants. Donc avec pas mal de stocks, on se retrouve un peu à porter et à essayer de revendre malgré tout. Diminution bon, totale ou partielle de la fréquentation en fonction de la restauration commerciale ou collective, et tarification des produits qui peut avoir changé. Donc surtout après le premier confinement où finalement il y avait une modification des tarifs qui bizarrement était plutôt à la hausse en termes d'approvisionnement par nos fournisseurs. Ouais. Marie, ouais, super. Il y a une différenciation également de l'offre. Il y a eu des nouveautés qui ont dû être mises en place, donc notamment dans la restauration commerciale. Moi, j'ai des clients et des amis qui ont commencé à vendre des produits semi-finis. Ça a été développement de la vente à emporter, de la réservation de plats à l'avance. Donc finalement, c'est une offre individuelle, la fin un peu des buffets pour pour ceux qui en faisaient chez eux. Je suis vraiment admiratif en tout cas pour les personnes qui travaillent dans la restauration, d'avoir trouvé la force de faire face à cette situation, et puis deux, de trouver des innovations aussi pour passer le cap. Donc dans le collectif, bon, il y en a qui ont un peu moins de chance parce que ils ont des contrats à respecter. Ça veut dire qu'ils ont une diversité d'offres qu'ils doivent maintenir, avec moins de personnel parce que moins de convives en tout cas, ou des personnes à servir en nombre incertain. Donc certains ont commencé à servir plus de quatrième gamme, ou en tout cas essayer d'optimiser leur production
au fur et à mesure. Et également des innovations qui sont arrivées. Est-ce que ça va être des innovations qui vont être durables, hein, des modes de vente avec les réseaux sociaux, des ventes au niveau local, et puis après l'essor du click and collect, des sites internet, des livraisons, qui permettent pour certains en tout cas de préparer en avance aussi une partie de la production, et surtout d'avoir un nombre fini de plats commandés et donc à produire, et limiter de fait le gaspillage alimentaire. Voilà, juste pour ce petit rappel et recontextualiser aussi le cadre de cette intervention. Merci Eugène pour ce rappel. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut classifier, voire hiérarchiser le gaspillage, s'il te plaît? Ouais, donc effectivement, il y a un intérêt aussi, c'est d'essayer de comprendre plus en détail ce qu'on appelle un déchet ou ce qu'on appelle le gaspillage. Et il y a une notion qui est intéressante là-dessus, c'est la notion des 3 R, pour aller vers une hiérarchisation de la correction du problème, on va dire. Et quand on parle de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est intéressant d'avoir cette échelle en tête. Effectivement, le premier point, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est le zéro déchet, c'est la prévention, et c'est le premier R, donc réduire. Et je pense qu'on va voir un peu plus après différentes solutions qui existent et les innovations aussi sur ce sujet-là pour chercher à anticiper ce problème-là et éviter de se retrouver avec un surplus ou même un déchet. Le deuxième, justement, c'est la notion de réutiliser, et donc de la valorisation humaine qu'on peut avoir sur toutes ces denrées qui vont être encore consommables, mais pour lesquelles on a une difficulté à trouver une bonne débouchée. Donc c'est la surproduction humaine avant même de pouvoir penser à une valorisation qui va être plutôt animale ou énergétique sur le recyclage directement. Et puis la dernière étape, c'est effectivement la destruction, celle qu'on cherche à éviter. Donc ça, c'était plus pour remettre un petit peu en tête, parce que on peut faire beaucoup de choses pour traiter le biodéchet, mais il y a aussi ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'une denrée consommable humainement soit effectivement non gaspillée, donc prévenue ou valorisée. C'est ce qu'on va regarder plus en détail. Merci Guillaume. Après du coup cette classification, Eugène, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour optimiser le cycle de production, s'il te plaît? Oui, oui. Bon, c'est le slide suivant. Alors, il est pas super lisible. Peut-être que c'est juste chez moi, mais c'est un slide de l'ONU, enfin en tout cas des branches de l'ONU. C'est juste pour mettre en évidence. Alors Guillaume t'en a parlé tout à l'heure. C'est juste pour dire qu'il y a à peu près 14% en tout cas du gaspillage alimentaire qui est fait entre l'agriculteur, l'éleveur, jusqu'à la livraison au fournisseur. Donc il y a une énorme partie aussi qui est en amont. Et l'importance aujourd'hui, chacun est acteur, que ce soit restaurateur, fournisseur, consommateur. Il y a vraiment un rôle à jouer et à valoriser auprès des clients par le choix des marchandises, en tout cas, que vous allez pouvoir mettre à disposition et servir dans vos restos. Si tu veux passer au slide suivant. Ouais. Ouais. Donc voilà, désolé, je me suis inspiré en tout cas d'un slide qu'on avait chez Isilis, sans vouloir faire de pub, mais je trouve que ça représente aussi pas mal d'horizons. Côté fournisseur, il y a la possibilité de servir aussi des produits qui vont être certifiés, qui viennent qui sont certifiés durables ou qui sont plutôt locaux. Donc il va y avoir aussi une limitation des pertes via le transport. Ça peut consommer moins de carbone. Ça peut être également plus plébiscité par les consommateurs. Donc un peu plus sensibilisé. À partir du moment où on sait qu'on a des très bons produits dans notre assiette, on est amené aussi à potentiellement commander plus justement, ou en tout cas à finir plus facilement. En termes de gestion, donc vraiment ce qui est à portée de main, c'est commander au plus juste. Ça va être optimiser les fiches techniques, arriver à centraliser en tout cas toutes les demandes qui sont faites. Donc pour la restauration commerciale, si vous avez un labo, arriver à prendre tous les besoins en tout cas des différents points de vente et optimiser tout le cycle de production. Ça peut être fait par du prédictif. Alors aujourd'hui, il y a différentes options plus ou moins testées. Enfin, en tout cas, personne n'avait vu le Covid arriver.
Mais bon, ces outils permettent aussi d'anticiper à la fois les marges et de pas forcément arriver à la fin du mois et de se dire bon, est-ce que finalement c'était un mois rentable ou pas rentable, et se concentrer aussi sur des points où on a une valeur ajoutée qui est différente, c'est-à-dire être proche de son client, repenser un peu et puis communiquer avec lui en tout cas la qualité des plats ou des services qui lui sont proposés. Il y a une partie optimisation du matériel. Alors, bon, c'est quelque chose que qu'Isilis on propose maintenant et on a des concurrents pour chaque brique de notre solution. Optimisation du matériel, j'en parle parce que j'ai l'exemple d'un client qui m'a appelé il y a 2 mois pour me dire que sa chambre froide avait sauté. Donc, il s'est retrouvé avec toute sa marchandise, ses matières premières ou ses produits semi-finis en tout cas en rade, et puis il devait les déclarer. Heureusement, il avait une assurance. On a plan de maîtrise sanitaire, bon, les impacts aussi. Là, il y a des abattages d'élevage de poulets parce qu'il y a des soupçons de cas de H1N1. On a eu la même chose avec des visons au Danemark. Enfin, sur toute la chaîne d'approvisionnement et même chez vous, s'il y a des soupçons, on va devoir remonter sur tous les lots et puis potentiellement perdre de la marchandise ou en tout cas en jeter une partie parce que la réglementation n'a pas été respectée. Et finalement, moi, un des modules qu'on a, encore une fois, on a des concurrents dessus, c'est l'importance vraiment de diagnostiquer, c'est-à-dire d'identifier d'où viennent les déchets. Est-ce que ça vient plutôt du consommateur final? Est-ce que c'est des déchets qui viennent de la production au niveau du traitement? Est-ce que c'est la surproduction? Parce qu'en fin de service, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'invendus et vous savez pas quoi en faire. Donc, à partir du moment où on peut vraiment mesurer, ça permet après d'optimiser la suite. Et normalement, c'est une bonne transition pour Julien. Ouais, la transition est parfaite puisqu'on va voir maintenant avec Julien comment établir un diagnostic et un plan d'action. Du coup, Julien, est-ce que tu peux me dire un peu comment on peut faire un état des lieux du gaspillage alimentaire? Donc oui, merci Eugène, transition incroyable. Nous, on a pour le coup justement la volonté de travailler à la base sur la conformité réglementaire, déjà de vérifier si l'installation elle répond par exemple au décret 5 flux pour les déchets et à la loi Egalim pour le gaspillage alimentaire, qui préconise d'avoir initié une démarche de diagnostic et de réflexion du gaspillage alimentaire. Et comme tu disais, Eugène, mesurer pour agir. En fait, du coup, pour obtenir des chiffres fiables et pouvoir baser des plans d'action sur des données, ce que nous, on va faire, c'est d'abord regarder l'organisation du self pour voir s'il n'y a pas des éléments qui sont directement producteurs de gaspillage alimentaire. Je pense notamment au positionnement du pain trop tôt dans une ligne de self qui pourrait être pour le coup beaucoup plus gaspillé que s'il est au bout de la chaîne. Alors un des seuls points positifs du Covid, c'est que maintenant dans les restaurants collectifs et commerciaux, le pain il est parfois distribué en fait par le personnel et les collaborateurs. Donc on constate qu'il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire sur le pain, qui était plutôt un aliment réflexe pris encore plus s'il est gratuit par réflexe ou par j'ai un peu faim, c'est au début de la ligne de self, hop, je le prends. Et au final, quand j'ai tout mangé, je me retrouve avec un pain intact sur mon plateau, donc je le jette. Donc voilà, on va regarder un petit peu l'organisation du self d'un point de vue qualitatif sur la circulation, le positionnement des éléments et la ligne comme je viens de le décrire. Et ensuite, pour essayer d'avoir une mesure complète, on va aller en cuisine pour voir quelles sont les pertes de denrées alimentaires sur les différentes phases, donc avec les grammages gaspillés sur l'approvisionnement, le conditionnement, la production et le stockage pour essayer d'avoir une approche complète. Et puis, comme le disait aussi Eugène, pouvoir mesurer en fin de service, donc on appelle ça retour plateau ou retour assiette, le grammage gaspillé par convive par repas sur l'entrée, la protéine, l'accompagnement, le pain, le fromage et le dessert. Et du coup, à partir de ça, on aura une vision assez large de la typologie, la volumétrie et les moments de production du gaspillage alimentaire. D'accord. Et du coup, une fois qu'on a ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et à ce moment-là, en fait, après, on essaye de voir avec le client. On revient faire une sorte de présentation de l'état des lieux qu'on a pu faire
sur le site illustrer des chiffres et des données de pesées un peu brutes et analyser des pesées gaspillage alimentaire qu'on a fait sur place. Et en fonction de ça, on va lui proposer des actions pour optimiser les choses. Typiquement, sur le pain, on va le déplacer dans la ligne de self. En gros, on va dire que dans la majorité des cas, on parle de pain qui est gaspillé en trop grande quantité et de légumes ou accompagnement. Donc, pour ces deux points-là, le pain, j'en ai déjà parlé. L'accompagnement, par exemple, une préconisation assez simple à comprendre et qui marche assez bien, c'est de proposer des options petites, moyennes ou grandes faim et non plus des rations systématiquement peut-être inadaptées ou incohérentes avec l'appétit du convive quand il passe au moment de se faire servir son plat principal. Et donc ça, c'est typiquement des grammes gaspillés, évités hyper facilement et du coup des économies potentielles. Et donc à partir de ce genre comment dire d'échanges ou d'actions qu'on va proposer au client et qu'il va retenir, donc et qui seront illustrées aussi sur le plan organisationnel, technique, humain, économique, on va arriver à un plan d'action en fait avec le client qu'on va essayer de mettre en œuvre sur une durée de 6 mois. 6 mois pour se donner suffisamment de temps pour tenter des choses. Si ça fonctionne bien, aller plus loin. Si ça fonctionne pas du tout, changer de braquet ou tenter autre chose. Et justement, suivre un peu le changement et l'accompagner au mois le mois avec des points réguliers. Et puis aussi, quand on a des solutions comme EasyList matériel connectés qui sont installés, pouvoir voir comment est-ce que se traduit telle ou telle tentative d'action sur le mois à venir ou sur le mois écoulé en fait, et pouvoir dire là on a atteint le niveau 1 de performance sur l'action proposition petite, moyenne, grande faim. Voyons l'étape suivante, comment est-ce que ça pourrait se traduire dans le volume de biodéchets légumes le mois prochain. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on essaie d'accompagner. On n'a pas forcément des idées révolutionnaires. Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de fluidifier un peu les échanges, d'impulser une dynamique, d'être là pour prendre les mauvais rôles et pouvoir dire les choses qui vont pas sans pour autant culpabiliser des comportements ou des personnes, mais plutôt essayer de se dire voilà vers où on souhaiterait aller, réduire le gaspillage alimentaire, mais à tel et tel niveau, et pour y aller, essayer de cranter un peu les marches pour atteindre ces objectifs-là. D'accord, merci Julien. Et du coup, après, une fois qu'on a mis en place les actions, on peut savoir comment, si c'est mieux qu'avant ou s'il y a encore du progrès à faire. Et du coup, alors dans cette dernière étape, après ces 6 mois de conduite du changement et d'accompagnement du changement, on va revenir sur site et refaire la même approche d'audit réglementaire, diagnostic un peu qualitatif du self et peser en cuisine et par composante pour comparer les résultats des pesées initiales, étape 1, là, le premier bloc orange, avec les pesées, on va dire 6 mois plus tard, et voir un peu les progrès qui ont été réalisés, mais surtout les progrès qui restent à faire et donner des préconisations complémentaires, supplémentaires pour réellement ancrer la démarche quand nous, Verdicité, on aura quitté les lieux et que les collaborateurs se seront appropriés des outils, des comportements, auront changé leurs usages et un peu culture. Alors j'ai dit collaborateurs, mais j'intègre aussi les convives qui sont finalement toujours le facteur X clé dans le succès ou pas de l'opération avec les collaborateurs et du restaurant. D'accord, merci beaucoup Julien. Merci. Et du coup, Guillaume, il y a toujours des invendus en restauration. Est-ce que tu pourrais me citer quelques exemples d'outils de valorisation justement de ces invendus pour éviter qu'ils soient jetés? Ouais, donc effectivement, en complément de tout ce que Julien et Jeanne vous venez d'évoquer sur la mesure et sur les plans de recommandation pour en fait conduire le changement sur cette logique de gaspillage, il y a un certain nombre de solutions un peu roue de secours, on va dire, qui permettent aussi concrètement d'avoir un réflexe quand on se retrouve avec des excédents qui sont valorisables d'un point de vue hygiène et sécurité alimentaire, humainement. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est là de voir qu'il n'y a pas une solution unique pour endiguer
ce problème, y compris sur la valorisation, mais on a affaire à un mix de solutions, voilà, qui sont complémentaires d'ailleurs, pour éviter l'impact social, économique et environnemental qu'on a cité. Le premier, c'est effectivement sur ce qu'on appelle la repasse dans le milieu collectif ou la réutilisation pour un service ultérieur. Et donc ça, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et les chefs sont de plus en plus formés, accompagnés pour essayer de gagner en flexibilité et en modification des menus des jours suivants pour réutiliser ce qui n'a pas été servi sur un service du midi, par exemple. Et puis donc il y a aussi un deuxième point qui est intéressant, c'est la partie donner ou revendre à son personnel, aux équipes de restauration. C'est une solution qui est pas forcément toujours mise en place. Parfois, on pointe du doigt une peur des dérives en fait sur ce sujet-là. Mais ça peut être une bonne option et qui vient aussi un peu récompenser le lien avec l'équipe, la confiance qu'on lui accorde et améliorer la marque employeur du restaurant ou de l'enseigne directement. Le troisième point qui est effectivement le plus fortement recommandé aussi aujourd'hui d'un point de vue législatif, hein, c'est toute la partie dons aux associations qui sont habilitées pour le faire. Ça c'est la vraie force de notre système social, c'est on mise beaucoup aujourd'hui sur ça, à la fois pour le caritatif, mais aussi pour tous les enjeux sociaux que ça incombe. Et puis on l'a vu récemment avec Egalim sur la restauration collective, c'est un vrai sujet puisque les opérateurs qui ont plus de 3000 qui font plus de 3000 couverts jour sont invités à proposer une convention de dons avec différents acteurs. Et on a aussi un certain nombre d'acteurs qui se développent pour faire l'intermédiaire entre les associations et les opérateurs de restauration collective ou les restaurants commerciaux. Et puis un dernier point, c'est effectivement les applications de revente, alors avec des modèles qui sont assez différents, du panier surprise jusqu'au référencement des denrées très précises, où pareil, là on vient connecter non pas l'équipe de restauration, non pas une association, mais un consommateur lambda, comme vous et moi, qui viendrait récupérer la surproduction de ces sites. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la complémentarité en fait entre des sites qui utilisent parfois les associations et qui s'adaptent à leurs contraintes logistiques. Il y a des jours sur lesquels les assos peuvent passer, d'autres sur lesquels c'est compliqué d'avoir un circuit qui se met en place. Il y a des denrées que les associations peuvent récupérer et d'autres qu'elles préfèrent pas forcément récupérer. Et donc de pouvoir agir avec une, voire deux, voire trois solutions en complément pour pouvoir s'assurer que tout ce surplus en fait qui est encore consommable soit effectivement valorisé et qu'on évite de le jeter tout simplement. Merci Guillaume pour toutes ces solutions et ces options. En dernière partie, Eugène, est-ce que tu pourrais me parler de l'avenir de l'anti-gaspi? Peut-être un peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Oui. Bah, l'avenir, il y a des solutions qui existent déjà, qui ont peut-être été déjà un peu oubliées ou qui sont pas forcément démocratisées. Je partage juste avec vous une réflexion qu'un de mes anciens profs m'avait donnée quand on devait trouver des solutions et qu'on avait un peu de mal. Et il me disait, mais est-ce que tu sais comment les astronautes, en tout cas, font dans l'espace pour optimiser leurs déchets? Parce qu'ils ont quand même peu d'espace à disposition. Enfin bref, ils doivent tout optimiser. Et en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que ils recyclaient, par exemple, leur urine en eau. Voilà, c'est un exemple très précis, très innovant. C'est assez spécial. Mais sans être cosmonaute, en fait, on a quand même la possibilité de mettre en place quelques solutions, plus ou moins nouvelles, mais qui se démocratisent. Donc, de trois manières, si tu peux déplier les trois, s'il te plaît, Marine. Il y a plutôt facile à mettre en œuvre et orienter coûts, donc des choses qui sont possibles directement chez vous, avec des investissements donc technologiques pour faire suite à une décision plutôt managériale, ou des solutions complètement un peu disruptives ou des mesures en tout cas qui sont prises à un niveau plus national. Facile à mettre en œuvre et orienter coûts. Bon, on a les différentes portions. Alors, Julien en a parlé tout à l'heure. Dans la restauration commerciale, ça peut être aussi fait avec des tarifs dégressifs en fonction de la taille qui est servie. La formation du staff, à la fois en cuisine sur
la découpe, sur l'optimisation en tout cas de l'utilisation du matériel, des produits, et aussi en service. Moi, je suis allé chez Mur, un restaurant que j'aime bien à Paris. Première fois que j'y suis allé, le serveur m'a dit, j'avais faim, je lui ai dit est-ce que vous pouvez me donner une bonne portion, et il m'a dit bah écoutez, je peux, mais si vous me promettez de terminer votre assiette. J'étais un peu surpris, et il m'a dit bah, sinon je vous sers un peu et puis vous revenez un peu plus tard. En fait, il a été juste formé, il l'a fait de manière sympa, bienveillante, juste avec des explications. Il m'a donné quelques chiffres derrière, et en faisant ça, bah effectivement, eux ils perdent un peu moins d'informations, enfin un peu moins de produits, mais c'est vachement parlant, quoi. Et c'est applicable un peu à la vie de tous les jours. Il y a les options Doggy Bag, alors ça rajoute un peu de packaging, ça fait de la concurrence peut-être à Too Good To Go, mais je suis même pas sûr. Mais ça encourage aussi votre client final à prendre conscience qu'il a l'option de partir avec, il est pas obligé de tout terminer, à revoir aussi la manière dont il se sert, et directement impacter un peu le coût que vous mettez en place. Des investissements technologiques, alors bon, il y a des frigos connectés, ça peut tendance, il y a quelques équipementiers qui le font, c'est l'envoi de température directement, de manière automatique, pour être sûr que les produits soient conservés de la manière optimale, qui va réduire plutôt des pertes en amont en phase de production. Il y a des distributeurs connectés, donc pour des plats qu'on va retrouver, ça va récupérer pas mal d'informations. Encore une fois, quand on mesure, ça permet d'optimiser. Donc on sait combien va être consommé à quel moment, et puis ça permet du réapprovisionnement automatique. On a des outils de prédictif, donc bon, après sur la météo, sur les grèves, sur le nombre de personnes qui sont là, l'offre qui est mise en place. Encore une fois, bon, le Covid n'a pas été tellement anticipé, mais moi je crois profondément en tout cas que c'est un point qui va être quand même assez important à développer en ce moment et dans les années à venir. On a des outils comme EasyList, mais qui permettent de planifier en amont, d'optimiser l'approvisionnement, optimiser les stocks. Et puis après, gérer tous des flux de production aussi entre un labo en restauration commerciale ou une centrale pour la restauration collective. On a des éco-cooks. Alors ça, c'est un concept un peu plus particulier, mais sur cette cuisine, vous allez pouvoir retrouver en fait des espaces qui permettent de composter les déchets. Donc vous cuisinez, puis vous avez un espace de compost juste en bas. Alors c'est peut-être plus applicable effectivement à des entreprises qui sont en dehors de Paris, parce que Paris on est connu pour nos grands espaces verts. Mais il y a dans la restauration collective, il y a surtout scolaires, il y a des chefs en tout cas qui réutilisent tous leurs invendus, qui ont un potager à côté et qui vont sensibiliser après les enfants qui servent en disant voilà comment un légume pousse, voilà ce que tu vas retrouver dans ton assiette. Et c'est sûr qu'un enfant, quand il voit comment ça fonctionne et que lui-même a fait pousser un légume, après quand il va servir, il va peut-être avoir un regard un peu différent dessus. Niveau plus structurel, alors il y a des nouveaux produits, l'interdiction des pailles. Maintenant, on retrouve des pailles qui se mangent. Il y a des barman qui ont fait preuve d'innovation. Il y a aussi des packaging un peu différents qui font leur apparition. Par exemple, vous pouvez acheter de la soupe dans une brique qui est faite à partir de pain. Donc vous servez votre soupe, vous cassez votre emballage et puis vous avez vos morceaux de pain à mettre dedans. Enfin, et il y a des trucs un peu bizarres. Alors bon, c'est pas tout à fait démocratisé, et encore une fois, dans notre contexte sanitaire, je suis pas sûr qu'en ce moment ça marche très bien. Mais il y a des options un peu qu'on pourrait qualifier d'étranges qui existent. Et puis après, on n'est pas à l'abri non plus d'un changement de régulation, par exemple, sur la taxation. Pour avoir habité un peu en Suisse, dans le canton de Vaud, à côté de Lausanne, en tant que particulier, en fait, un sac poubelle, on va le payer 2 francs. Donc c'est un sac poubelle de 5 litres, et c'est notre sac poubelle dans lequel on va mettre tous nos déchets alimentaires, enfin pas que alimentaires, pardon, tout ce qui est pas recyclable. Donc en fait ça va assez vite, ça coûte un peu cher, enfin 2 francs ça fait 1,60 €, mais c'est assez rapide, et les restaurants ont cette même obligation. Donc s'il y a un cadre législatif aussi qui se met en place, faut être aussi prêt, et puis avoir conscience en tout cas des points d'amélioration qui sont possibles derrière. Donc on n'a pas besoin de faire des changements comme des cosmonautes, hein, mais il y a des solutions qui sont à portée de main, et puis dans tous les cas qui seront à adopter en fonction de votre structure, en fonction de votre maturité, établissement de vos clients, et puis des possibilités tout simplement qui sont possibles, en sachant que c'est une démarche aussi pour faire économiser des sous et sensibiliser potentiellement, faire venir aussi d'autres clients. Très bien, merci Eugène pour cette présentation sur ces innovations. Ça peut donner pas mal d'idées, je pense.
En tout cas, merci à tous pour votre présentation. Je pense qu'on peut passer à la partie des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace dédié. On y répondra au mieux. Alors, je vais aller voir s'il y en a déjà. Alors, une question de Philippe. N'y a-t-il pas un service de compostage au sein de la ville de Paris? Oui, oui, oui. Enfin, il y en a un avec différentes antennes qui sont réparties en fonction des arrondissements. Après, je suis pas sûr qu'il y ait une obligation, en tout cas pour les restaurateurs, d'aller poser leur compost directement là-bas. Enfin, faut que le tri soit fait en amont également avant ça, quoi. Merci Eugène. Je vais. Alors pour le moment, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à les poser sur la droite de votre écran si vous en avez. Je vois que Céline dans le chat nous met qu'il y a également l'appli Too Good To Go pour les invendus. En effet, on a d'ailleurs Guillaume qui travaille chez Too Good To Go qui est présent aujourd'hui. Exactement. Bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais ça fait partie, oui, des applications de revente pour toute la partie valorisation, donc sur la restauration commerciale et collective. Pour tout ce qui est, et je crois que tout à l'heure, Eugène, tu parlais plutôt du doggy bag. Là, on est vraiment pour le doggy bag sur ce qu'on évite, mais qui est dans notre assiette. Donc, c'est l'anti-reste d'assiette. Tout ce qu'on considère aujourd'hui comme un invendu, c'est différent. C'est vraiment ce qui est encore d'un point de vue hygiène valorisable. Et donc qui va pouvoir être récupéré par un consommateur lambda sur l'application. Tout à fait. Merci Guillaume. Alors on n'a pas d'autres questions. Oui, Lisa nous dit que si on veut revoir le replay et d'autres ressources utiles de la part d'Isilis, Too Good To Go et Verdicité, il y a un petit questionnaire de satisfaction à remplir qui est dans le chat du coup. Eh bien écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va conclure du coup. Eugène, Guillaume et Julien, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Eugène, je te laisse commencer. D'autres messages, c'est des petits. Il y a plein de petits gestes qui sont possibles, une sensibilité. Après, si vous n'avez pas de questions, mais que vous voulez partager des choses que vous avez pu mettre en place ou expérimenter, on est prenant. Je suis sûr que les autres participants aussi. Mais faut commencer quelque part et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Merci Eugène. Guillaume, tu as un message? Je rejoins Eugène sur ce message. Effectivement, chez Too Good To Go, on aime beaucoup dire aux différents acteurs avec qui on discute que c'est important de tester, c'est important par rapport à toutes les solutions qu'on a évoquées et par rapport aux différentes sous-problématiques du gaspillage, voilà, de se poser, de creuser ces sujets-là et de s'engager en fait, parce que tout le monde en sort gagnant. On a vu l'impact environnemental, on a vu l'impact économique, on a vu l'impact social. Donc c'est des choses sur lesquelles toute la société attend aussi qu'on puisse mettre en place des choses pour innover et réduire ce problème. Merci Guillaume. Julien, je poursuis, pas de petits gestes, et le premier que vous avez fait, c'était de nous écouter, alors merci. Très très bonne conclusion. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et puis un grand merci à nos intervenants d'avoir apporté leur expertise sur le sujet. Si vous voulez continuer les échanges, vous pouvez accéder au lounge. Donc vous avez un bouton Go to Lounge normalement qui est affiché sur votre écran. Et vous pourrez rencontrer donc Verdicité, Too Good To Go et Isilis dans des lounges où ce sera peut-être plus approprié pour poser vos questions. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site de Topping où vous pouvez retrouver les différents partenaires. Et puis vous pouvez également vous connecter aux autres conférences. Alors il me semble que la prochaine a lieu à 17h30 et que c'est sur les 5 pistes pour se réinventer en restauration traditionnelle. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis à très bientôt. Merci À tous pour votre attention.